Laporte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député France Insoumise, réélu dans la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis avec un score fleuve, 70% contre 30% pour votre adversaire RN, si je ne m'abuse. Comment se déroulent ces premières réunions au sein de ce nouveau Front populaire? Mais d'abord, il faut souligner que nous avons gagné les élections législatives, parce que j'entends depuis 24 heures les responsables de la majorité tenter de faire comme si cela n'existait pas, de dire qu'il peut y avoir une coalition de droite avec LR. Non, c'est un gouvernement du nouveau Front populaire qui doit poser ses valises à Matignon. Aujourd'hui, il y a des discussions pour qu'on puisse proposer un nom d'une première ministre ou d'un premier ministre, mais il faut être clair, ce sera un gouvernement du nouveau Front populaire. Aujourd'hui, Gabriel Attal ne peut pas rester Premier ministre et faire comme si les résultats des élections n'existaient pas. C'est un scandale démocratique que Gabriel Attal soit toujours Premier ministre. Lui a proposé sa démission comme c'est d'usage, mais le pays pourrait continuer à fonctionner sans Premier ministre pendant quelques jours. Ça s'est déjà vu par le passé. Aujourd'hui, il n'y a aucune urgence à ce que Gabriel Attal soit le Premier ministre de la France. Bon, et au sein de votre camp, alors, où en est-on? Est-ce qu'il y a des progrès, des avancées, des sujets qui coincent? Mais il y a des discussions. Aujourd'hui, je ne vais pas livrer de nom, puisqu'on n'a pas atterri sur un nom. Il y avait une proposition qui avait été faite à l'époque par Olivier Faure. Moi, pardon, je parlais déjà de programme, avant même de désigner un nom. Le programme, il est clair. C'est celui du nouveau Front populaire. On a été élus. J'ai moi-même été élu dans la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis sur un programme très clair, avec des mesures d'urgence. Et je crois qu'il y a des millions de personnes dans ce pays qui attendent ce que nous avons proposé pendant ces élections. C'est pas rien. La hausse du SMIC, la hausse du point d'indice des fonctionnaires, l'abrogation de la réforme des retraites, un certain nombre de mesures pour les services publics. Tout ça est attendu par le pays. Et aujourd'hui, il faut que ce programme puisse être mis en place. Et encore une fois, Jean-Luc Mélenchon l'a très bien expliqué. Ça sera le programme. Il n'y aura pas de négociation sur ce programme. On a été élus sur cette base-là et il faudra la mettre en place dès que nous arriverons à Matignon. Mais la mettre en place de quelle manière? Parce que ça veut dire essayer de le faire voter à l'Assemblée, ce sera quand même extrêmement compliqué, ou alors le faire passer par décret. Je pense à la réforme des retraites, par exemple. Il y a un certain nombre de mesures qui sont possibles par décret. L'augmentation du SMIC, c'est un décret qui peut être pris par le Premier ministre. Ça peut être fait dès que nous serons à Matignon. L'abrogation de la réforme des retraites, ça peut être fait par décret, parce qu'il y a un certain nombre de décrets qui ont été pris par le gouvernement d'Emmanuel Macron sur la mise en place de la pénibilité, sur le départ des personnes à 62 ans, qu'on peut abroger. Mais je rappelle quand même ici, à votre antenne, que la réforme des retraites n'a jamais été votée par le Parlement. Elle est passée en 49.3. Donc elle doit pouvoir être abrogée. Et après, quand nous proposerons la réforme à 60 ans dans l'hémicycle, chaque parlementaire prendra ses responsabilités. C'est comme ça que ça fonctionne, la démocratie. Et après, chaque député assumera son vote. Il y a quelques mois, 9 actifs sur 10 étaient opposés à cette réforme. 80% des Français ne veulent toujours pas de la réforme à 64 ans. Des parlementaires, d'autres bords politiques, ont fait campagne pendant ces élections législatives en disant qu'eux aussi étaient opposés à cette réforme. Donc ils prendront leurs responsabilités et nous, on mettra des noms en face de ceux qui n'accepteront pas de voter des mesures qui sont aujourd'hui plébiscitées par l'ensemble du peuple français. Vous évoquiez, on parlait des tractations au sein de la gauche. En ce moment, on parlait de programme. On a bien compris que pour un nom, pour l'instant, à proposer à Matignon, c'est compliqué. Ça prend du temps, il y a des négociations. Je propose d'écouter une réaction ce matin. C'est Yannick Jadot, chez nos confrères de TF1, qui lui est opposé, en tout cas, à une candidature de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez. Alors on me dit qu'en régie, on l'a pas. Mais en tout cas, bon, c'est simple à résumer. Lui ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas le seul. Ça va être compliqué. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un problème pour la gauche dans ce pays. S'il n'avait pas eu Jean-Luc Mélenchon en 2022, s'il n'y avait pas eu 22% à l'élection présidentielle, nous n'aurions pas eu de NUPES aux élections législatives précédentes et le Front populaire n'existerait pas aujourd'hui. Et certainement l'extrême droite serait au pouvoir. Donc c'est aussi Jean-Luc Mélenchon qui a créé les conditions que la gauche radicale de ce pays soit en capacité aujourd'hui de gouverner. Mais vous savez, à la France Insoumise, on a des problèmes de riches. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon, il y a Manuel Bompard, il y a Mathilde Panot, il y a Clémence Guettet. Il y a différentes personnalités qui sont aujourd'hui en capacité d'incarner le nouveau Front populaire et d'être candidat ou candidate pour être Premier ministre de ce pays. Mais encore une fois, moi, quand je suis sur les marchés ou quand je suis au porte-à-porte, les gens, ils ne me demandent pas qui va être Premier ministre. Ils me demandent quand est-ce que ces mesures-là, qui vont permettre à des millions de gens de respirer, de sortir de l'austérité, de la souffrance dans laquelle le gouvernement d'Emmanuel Macron les a enfermés, vont pouvoir être mises en place. Donc il y a des discussions, et moi je suis persuadé que d'ici vendredi, nous arriverons collectivement à proposer un nom qui fait consensus et qui permettra de nous installer définitivement à Matignon pour appliquer notre programme. Quels sont il y a des points qui risquent d'être compliqués entre vous, que ce soit la sécurité, l'immigration. Est-ce que le nouveau Front populaire peut vraiment s'entendre sur tout? Il s'est entendu sur un programme. Il y a des mesures d'urgence. On a présenté un programme qui fait 25 pages. Nous sommes quand même la seule force politique, le nouveau Front populaire, on va présenter un programme aussi détaillé, chiffré, soutenu par des économistes. Donc, moi, je veux dire, il n'y a pas de discussion aujourd'hui sur la question du programme. Des gens se sont présentés à une élection
ont validé ce programme et aujourd'hui sont en capacité de le mettre en place. Donc les discussions du programme, c'est un argument qui pour moi ne tient pas, parce que, encore une fois, celles et ceux qui étaient autour de la table avant les élections législatives, que ce soit les écologistes, les communistes ou les socialistes, ont validé ce programme. Donc aujourd'hui, il faut qu'on crée les conditions de l'appliquer ensemble. Et quid donc, vous évoquez cette grande coalition que souhaiterait faire Emmanuel Macron, grande coalition sans la France insoumise, en tout cas c'est ce que disent certaines voix dans le camp macroniste ou proche comme l'ancien Premier ministre. C'est possible de réussir à faire une grande coalition sans vous ? Je crois que ce serait un scandale démocratique. L'usage de la Ve République veut que le groupe qui a gagné les élections législatives puisse s'installer à Matignon et après gouverner. Si après il y a une coalition qui se met en place dans l'hémicycle pour s'opposer à ce gouvernement, s'opposer à ce programme, c'est le jeu de la démocratie. Mais ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la Ve République que celles et ceux qui ont gagné les élections législatives ne puissent pas accéder au pouvoir et gouverner ce pays. Ça veut dire qu'on jette à la poubelle le vote de millions d'électeurs, qu'on ne les respecte pas et qu'on dit ça n'existe pas, on va faire comme avant. Emmanuel Macron est disqualifié aujourd'hui dans le pays. Vous avez remarqué depuis plusieurs jours, personne ne parle de lui. Le nom d'Emmanuel Macron est absent du débat public. Ils essayent de reconstituer un bloc central de droite qui a été battu aux élections législatives. Je le redis, n'inversons pas les choses. Nous avons gagné les élections législatives. Nous allons entrer à Matignon. Nous mettrons en place un programme. Et après, dans l'hémicycle, chacun prendra ses responsabilités. Mais ça s'est fait aussi au jeu des retraits. C'est-à-dire que vous êtes autant redevable du camp d'Emmanuel Macron que lui vous est redevable également pour les nombreux retraits qu'il y a eu pendant l'entre-deux tours. Oui, il y a eu des désistements républicains parce qu'on considérait que l'objectif était d'empêcher des députés du Rassemblement national d'arriver dans l'hémicycle. Et ça, c'est une réalité. Mais quand vous regardez les reports de voix, les électrices et les électeurs de gauche, quand il y avait un duel entre des candidats d'Emmanuel Macron et du Rassemblement national, ils ont fait l'effort d'aller voter massivement pour les candidats d'Emmanuel Macron. Quand vous regardez dans le détail les reports de voix entre un candidat du Nouveau Front Populaire et singulièrement de la France Insoumise face à un candidat d'extrême droite, ça n'a pas été la même chose. Puis les électrices et les électeurs de gauche, ils ont joué le jeu quand même pour faire réélire Emmanuel Macron les 2 dernières fois face à l'extrême droite. Ils ont fait barrage à de multiples reprises. Exactement. Donc aujourd'hui, nous, on est conscients qu'il y a des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui ont aussi voté pour barrer la route à l'extrême droite. Mais encore une fois, les mesures que nous, on veut imposer d'urgence, que sont la hausse des salaires, l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, ce sont des mesures qui sont largement partagées par les Françaises et les Français, quel que soit, j'ai envie de dire, leur camp politique. Quand vous sondez les gens sur l'augmentation des salaires, c'est majoritaire dans tous les camps politiques. Quand vous demandez l'abrogation de la réforme des retraites, le peuple français n'en veut pas. Donc nous avons les moyens de mettre en place ces mesures d'urgence dans les 15 prochains jours. Encore faut-il réussir à s'entendre, il faut quand même parler avec Emmanuel Macron. Quoi qu'il arrive, il reste le chef de l'exécutif. Emmanuel Macron aurait dû appeler les responsables du Nouveau Front Populaire pour dire « Vous avez gagné les élections législatives, vous allez devoir rentrer à Matignon, présentez-moi une ou un Premier ministre et un gouvernement que je vais valider. » Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas fait ce choix-là. C'est silence radio du côté de l'Élysée. Et encore une fois, c'est un déni de démocratie. Emmanuel Macron n'est pas un adepte de la démocratie. Ça fait 7 ans qu'il piétine le Parlement, qu'il essaye de gouverner seul. Mais aujourd'hui, élection après élection, il perd. Son camp disparaît de l'espace politique. Il y avait 350 députés, je crois, macronistes en 2017. Ils étaient 260 en 2022. Là, ils sont 130. Élection après élection, la Macronie recule et la gauche s'est reconstruite. Et aujourd'hui, elle est en capacité de gouverner. Donc Emmanuel Macron ne peut pas ignorer le résultat de ces élections législatives. D'ailleurs, si demain vous êtes au pouvoir, est-ce que vous userez du 49-3 ? Non. En tout cas, moi, ma position, c'est de dire qu'il ne faut pas l'utiliser. J'ai été de ceux qui sont assez souvent montés au créneau pour dénoncer un outil que je considérais comme antidémocratique, qui ne permettait pas aux parlementaires, qui sont quand même les représentants du peuple, de s'exprimer. Après, je souhaite que nous ne l'utilisions pas dans les mois à venir au sein de l'Assemblée, parce que c'est un outil véritablement qui piétine le Parlement et qui ne donne pas une belle image de notre démocratie. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Il y a quand même le risque d'un scénario à la 2002, en 2027, avec éventuellement une victoire du Rassemblement national dans 3 ans. Et il y a ces électeurs nombreux, près de 10 millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite. On l'a vu, c'est quand même un vote de conviction. Il y a véritablement un socle. Qu'est-ce que vous dites à ces électeurs qui ont peur qu'on leur ait volé leur vote et qui vont dire que le système est là pour les empêcher d'arriver au pouvoir ou d'appliquer ce qu'ils souhaitent? D'abord, il faut rappeler que le premier responsable de la montée de l'extrême droite dans ce pays, c'est Emmanuel Macron. Moi, j'ai le souvenir de ce discours de 2017 où il avait dit « Je serai le président qui fera barrage à l'extrême droite ». En 2022, il avait recommencé en disant « Le vote m'oblige à prendre mes responsabilités ». Il y avait moins de 10 députés d'extrême droite quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. 7 ans après, ils sont plus de 150.
dans l'Assemblée nationale. Ils font des scores très importants, on l'a vu aux élections européennes, et là, ils ont fait effectivement des millions de voix. Moi, ce que je dis à ces électrices et ces électeurs, c'est qu'évidemment, il faut leur parler. Il faut continuer à aller discuter avec eux pour leur expliquer que l'extrême droite est une arnaque sociale, qu'elle ne va pas défendre les intérêts de la classe ouvrière, elle ne va pas défendre l'intérêt des salariés de ce pays, elle ne défend pas les services pendant publics. la campagne, et visiblement, ça l'a pas pris. Mais vous avez vu, vous, beaucoup d'émissions où on parlait de programmes et de débats. 3 semaines de campagne qui ont tourné autour des petites phrases et des polémiques. On n'a jamais été clairement au fond des choses. Personne n'a interrogé le Rassemblement national sur la qualité de son programme, sur le fait qu'il était chiffré ou pas, comment ils allaient financer leurs mesures. Personne n'a mis en avant quelle était leur position dans l'hémicycle. Sur le chiffrage, on a beaucoup parlé de leur audit et de remettre à plus tard les grandes décisions. Moi, j'ai vu très peu de vos confrères interroger les députés du Rassemblement national quand ils étaient sur les plateaux télé pour leur dire « mais aujourd'hui vous parlez d'augmentation des salaires, mais quand vous étiez dans l'hémicycle, vous votez contre la hausse du SMIC. Comment vous expliquez cela ?» Donc il y a un travail de déconstruction très fort à faire, et je crois que faire reculer l'extrême droite dans le pays, c'est proposer aussi un projet politique qui permette aux Françaises et aux Français de se projeter avec un avenir désirable et radieux, l'augmentation des salaires, les services publics, avoir son frigo rempli, avoir un logement, avoir des transports de qualité, sortir d'une souffrance aujourd'hui dans laquelle le peuple français est enfermé par la politique d'Emmanuel Macron, c'est créer les conditions de faire reculer l'extrême droite dans ce pays, et c'est notre responsabilité, et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines. Le nom d'un Premier ministre, éventuellement, fin de semaine, semaine prochaine, vous avez une idée ? Je crois que d'ici vendredi, on sera très certainement en capacité de proposer un ou une Première ministre pour mettre en application le programme pour lequel nous avons gagné ces élections législatives. Merci beaucoup Thomas Porte d'être venu sur notre plateau ce matin. Je rappelle que vous avez été réélu député France Insoumise donc dans cette 3e circonscription de Seine-Saint-Denis. Merci encore. Merci.